c'est sociétal, c'est culturel, ça change. C'est pas inné, c'est pas biologique. Quand on est au Mali, quand on va dire allez décharger cette remorque-là, ici, par exemple, vous allez dans le marché, vous voyez ceux qui déchargent les 18 roues. C'est les hommes au Mali. Mais quand vous allez dans des pays frontaliers comme au Togo ou au Bénin, vous allez trouver que c'est les femmes qui transportent les colis. Donc au Mali, on va penser que c'est un métier d'homme que de décharger, de faire du transport sur le dos. Mais peut-être au Togo, on va penser que c'est seulement à la femme. Quand il s'agit de faire la lessive, ici au Mali, la lessive particulièrement, on va dire que c'est les femmes qui doivent faire ça. Mais vous allez en Guinée, ou même ceux qui viennent prendre nos habits à la maison pour les laver, la plupart de ces personnes-là sont des hommes, sont de sexe masculin. Quand il s'agit de faire de la cuisine, combien d'hommes vont penser que c'est de leur devoir de se nourrir? Non, la cuisine, c'est du ressort de la femme. Et pourtant, les plus grands chefs dans le monde sont des hommes. Et la personne, quand il s'agit de faire de l'argent sur un métier, on pense que c'est mieux adapté aux hommes qu'aux femmes. Donc, c'est ces concepts-là d'inégalité femmes-hommes qu'on a pris maintenant pour mettre sous la coupole du genre. Mais le genre est beaucoup plus vaste que cela. Parce que on est homme ou on est femme. Mais on peut naître homme, mais incarner des comportements, des façons de faire que la société attribue à la femme. Par exemple, on va dire, c'est des homosexuels, c'est des gorgikani, parce qu'ils sont efféminés. C'est des hommes qui naissent avec un sexe masculin. Désolé, nous on est dans la communication, c'est difficile de dire les mots autrement sans se faire comprendre. Donc je parle des fois assez cruellement et je m'en excuse pour cela, c'est pas pour être grossière. Mais il y a aussi des femmes qui sont très musclées, qui sont très fortes, qui sont sportives, qui sont athlétiques, parce que ces femmes aiment faire le sport, mais on va leur traiter de garçons manqués. Comme si faire le sport est du ressort uniquement du sexe masculin. Donc tout cela se trouve dans le genre. Donc on peut naître femme et être du genre masculin, comme on peut naître homme et être du genre féminin. Ou on peut être neutre en genre. Parce qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent ni homme ni femme parce que leur genre, c'est entre les deux. Parce qu'il faut qu'on sépare d'abord. Il y a les inégalités femmes-hommes qui sont différentes des inégalités genre. La lutte chez nous au Mali, parce que nous sommes une société qui n'accepte pas le concept genre dans sa globalité. Même les sociétés qui se disent évoluer, où maintenant les personnes de même sexe peuvent se marier, être en couple, où les droits des personnes qui sont un peu différentes des autres est beaucoup plus accepté et comme on dit, garanti, leurs droits en tant que personnes vivantes sont garantis. Il y a eu un cheminement historique. Il y a combien d'années aux États-Unis, les hommes et les hommes pouvaient se marier. On ne pouvait même pas parler d'homosexuels, même dans certaines contrées aux États-Unis. Présentement, il y a des gens qui sont très homophobes. Donc, les sociétés évoluent. Mais chez nous, au Mali, nous, on parle des inégalités femmes-hommes. Parce que c'est la problématique qui touche le maximum de personnes. C'est différent des inégalités genre. Mais les inégalités genre incluent les inégalités femmes-hommes parce que le genre est beaucoup plus inclusif. Donc, en tant que femme, qu'est-ce que je peux dire? Et en tant que femme leader, d'abord, il faudrait que la lutte soit engagée sur plusieurs fronts et que le taureau soit pris par les cornes par plusieurs leaders, spécifiquement les leaders masculins. Nous sommes avec
tout ce que on a subi comme processus sociologique, processus politique, nous sommes aujourd'hui devenus une société patriarcale, plutôt que matriarcale ou matrilinéaire, parce qu'on était matriarcal et on était matrilinéaire. Donc on est aujourd'hui beaucoup plus patriarcal, où la destinée d'une femme, d'une fille, d'une épouse, d'une sœur est beaucoup plus entre les mains d'un papa, d'un frère, d'un mari, que ce n'est dans les mains de la propre personne ou de sa maman ou de sa sœur. Donc si nous voulons que les femmes puissent être des citoyennes à part entière, puissent être des patriotes constructeuses de la nation, puissent aider à bâtir la nation, puissent contribuer au développement de la nation au même titre que leurs concitoyens masculins, il va falloir que depuis l'enfance, depuis le bas âge, depuis la cellule familiale, qu'on les offre cet environnement qui va leur permettre d'éclore, de s'épanouir et de vivre leur plein potentiel. Et cela, malheureusement, on ne peut pas le faire aujourd'hui sans que le papa ou le chef de famille, si c'est le premier garçon, parce que le papa n'est pas là, soit d'accord et accepte, soit féministe, donc voit en la femme le même potentiel humain qu'il voit dans le garçon. Donc, on a besoin que la cellule familiale aide, particulièrement les papas. On a besoin que les femmes qui sont déjà matures ou qui ont eu, grâce par exemple moi-même, à un soutien paternel, un soutien de beaucoup d'hommes qui font de moi aujourd'hui la femme que je suis. Donc nous aussi, nous devons prendre une certaine responsabilité de montrer le bel exemple, de montrer le bon exemple et de prendre sous nos ailes toutes les jeunes filles que nous pouvons, tous les jeunes garçons que nous pouvons pour développer une culture, une compréhension beaucoup plus féministe, beaucoup plus égalitaire. On a besoin, en tant que femme leader et en tant qu'homme engagé féministe masculin, de rentrer dans la politique pour pouvoir avoir des politiques nationales, sous-régionales, africaines, respectueuses des droits de la femme et de la jeune fille. Donc, quand l'Assemblée nationale va prendre un code de la famille qui dit que le jeune garçon se marie à 18 ans et l'âge minimal à laquelle la fille peut se marier, c'est 16 ans, mais 15 ans avec l'autorisation des parents. Mais si la voix des deux parents ne sont pas en harmonie, seule la voix du père suffit. C'est ce qui est aujourd'hui dans nos textes au Mali. Pendant que la Constitution consacre l'égalité entre tous les Maliens et toutes les Maliennes. Mais on a des lois qui sont contraires à ce que la Constitution dit. On a des lois qui sont contraires à ce qu'on a pris comme engagement au niveau régional, au niveau international. On a la Charte africaine des droits humains, on a le protocole de Maputo, on a signé partie prenante de la CEDEF, qui est la Convention internationale contre l'élimination de toute forme de discrimination basée sur le genre, qui est en application depuis 1979, et le Mali a signé en 80, si je ne me trompe pas. Donc, nous, on est partie prenante de tous ces textes, mais à l'intérieur, on a une politique discriminatoire. Donc, plus de femmes qui rentrent en politique, plus d'hommes engagés qui rentrent en politique, plus on peut changer ces lois-là pour offrir le même environnement à toutes les femmes et tous les hommes qui veulent exceller à leur plein potentiel. Parce que avoir ces lois-là ne veut pas dire que toutes les femmes vont venir jouer un rôle principal dans le développement du pays. Non, mais il s'agit de leur donner une égalité de chance, d'être beaucoup plus égalitaire, d'avoir de l'équité. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés qui ne sont pas très favorables au plein épanouissement du genre. Parce qu'encore, je vous dis, le genre, ce n'est pas la même chose que les inégalités femmes-hommes. Nous sommes aussi dans des sociétés aujourd'hui qui ne permettent pas, qui ne favorisent pas, qui n'offrent pas un environnement égalitaire pour que les jeunes filles
et les jeunes garçons pour que les hommes et les femmes puissent vivre leur propre potentiel en fonction de leurs propres aspirations. Je m'explique. Aujourd'hui, si moi, en tant que femme mature, âgée, plus de 50 ans, je décide de porter le pantalon comme je l'ai fait aujourd'hui et de ne pas me mettre une coiffure sur la tête, il faut que je sois très forte mentalement pour pouvoir accepter le regard d'autrui. Parce que je serai critiquée pour dire que je ne suis pas conforme avec une certaine norme sociétale, que je ne connais pas nos us et coutumes, que je veux devenir occidentale, européenne, que je fais du copier-coller, que je ne me connais pas, que je ne sais pas d'où je viens. Parce qu'on confond aujourd'hui ce qu'on a comme valeur sociétale avec ce qu'on était dans le passé. Beaucoup me disent, non, il faudrait que la femme sache qu'elle a toujours été derrière l'homme. Autant d'abé, ce ne sont pas nos valeurs. Auté en taboloyer, ce ne sont pas nos cultures. Et je dis, mais vous parlez de quelle culture? Votre culture commence où? Est-ce que vous saviez comment l'Égypte ancienne était bâtie? Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire de Nefertiti? Est-ce que vous avez entendu parler de l'Égypte ancienne et tous ces pharaons femmes qu'on a eus et qui ont pu régner en tant que femmes, mais pas qu'elles étaient épouses de pharaons? Donc, mais ces histoires sont connues de combien? Même ceux qui avancent sur des trains religieux, particulièrement la religion musulmane. Je dis, mais vous confondez quand on prend la vie même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Si vous voyez le modèle de vie qui est rapporté de lui, c'est une vie parfaitement égalitaire, en tout cas féministe, défendeuse, une vie défendeuse des droits de la femme. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent musulmans, si on leur demande d'aller aider à la cuisine, d'aller aider avec les tâches ménagères, d'aller aider à l'éducation des enfants, ils vont vous prendre pour une folle, mais ça ne va pas. C'est vous l'homme ou c'est moi l'homme? Un homme ne fait pas ça. Et pourtant, ce qui est rapporté de la sunna du prophète est tout à fait contraire. Et quand nous voyons aujourd'hui les hommes arabes en Arabie Saoudite ou les hommes arabes dans les pays arabes, nous voyons comment ils traitent leurs femmes, comment ils portent le sac de leurs femmes, comment ils portent le bébé, comment ils n'ont aucun complexe à aider à la cuisine. Donc, il y a un rappel historique qu'on doit faire. Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes féministes, on nous taxe de ne pas connaître d'où l'on vient. Or, pour moi, c'est vraiment la majeure partie des personnes aujourd'hui qui collent à l'Afrique, une Afrique inégalitaire, qui ne savent pas d'où ils viennent. Avec toutes mes excuses, ce n'est pas pour insulter qui que ce soit. Mais je crois que c'est très important que vous, en tant que personne de médias, de la communication, que vous aidez à changer la narrative. Parce que ce qui est pris aujourd'hui pour de l'argent comptant, que l'Afrique n'est pas favorable, non, il s'agit de quelle Afrique? Peut-être l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique post-coloniale, l'Afrique post-pénétration arabe. C'est peut-être elle qui est venue, ou elles qui sont venues. La colonisation et la pénétration arabe, peut-être c'est elles qui sont venues déformer un peu. Parce qu'avant que la colonisation soit, nous avions les Amazones, nous avions nos Aline Sitoé Diatta, nous avons nos Nyéléni. On ne prend aucune histoire africaine précoloniale d'un grand homme comme Soundiata où il ne s'est pas collé à l'histoire d'une femme. Même le nom de Soundiata, c'est Sogolonka Diatta. Donc tout ça, ça incarne encore le masculin qui n'est célébré qu'à travers le féminin. Parce que c'est le féminin qui est au début et à la fin. Donc nous avons un rappel historique à faire. Oui, j'ai parlé de ça. Il y a le manque de volonté politique. Mais qui fait le politique? C'est les citoyennes et citoyens. Le politique suit la masse, ou la politique suit la masse populaire, parce que ça cherche un électorat, ça cherche un vote. Mais si l'électorat est bien éduqué, est bien informé et exigeant, la politique suit. Donc, c'est plusieurs courants parallèles qui doivent aller ensemble. Pour pouvoir peut-être, donc c'est pas parallèle, mais après ça va converger.
Mais si les citoyens sont bien informés, si nous avons une démocratie bien participative, que chacun et chacune joue son rôle, notamment les parents, notamment les communicateurs traditionnels, notamment nos droutigi, nos moussokoum, tigi. Donc, toutes celles qui sont et tous ceux qui sont leaders communautaires traditionnels disent leur part de vérité, aident à l'éveil des consciences. Ça va aider à former le Malien d'Inkoura, ce nouveau type de Malienne, ce nouveau type de Malien que l'on veut, qui sera beaucoup plus exigeant et qui va être beaucoup plus demandeur d'une certaine redevabilité et d'une certaine façon de faire du politique. Le politique va suivre. D'abord, c'est l'exemplarité, c'est d'aider à toucher le maximum de personnes. Il ne s'agit pas aussi de faire de la quantité, mais de la qualité. Parce que une personne, surtout une femme, si tu arrives à toucher et changer la mentalité de 4 ou 5 personnes, donc ça va exponentiellement. C'est 4 ou 5 personnes. Donc, se sacrifier un peu, être le changement que l'on veut voir. Même s'il n'est pas là encore, que nous déjà, nous commençons à être égalitaires dans nos propos, que nous commençons à être égalitaires dans nos actes, que nous commençons à faire la promotion et l'avancement de beaucoup de jeunes filles, que nous cultivons la sororité. Beaucoup de personnes disent, quand une femme, il y a plus que 2 seulement, ça commence à se chamailler, ça ne s'entraide pas. Ça, c'est une misconception. C'est une misinformation. Ce n'est pas la vérité. Les femmes s'entraident beaucoup. Mais beaucoup de femmes sont encore dans des positions de faiblesse, n'ont pas ce niveau intellectuel, n'ont pas ce niveau de compréhension parce qu'elles n'ont jamais été immersées dans le domaine du savoir. Donc, nous, on veut être au rendez-vous sans préparer le rendez-vous. Donc, beaucoup de choses aujourd'hui qu'on voit, c'est la conséquence de ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait. On demande aux femmes de rentrer en politique. On demande aux femmes de s'assumer, de venir arracher le pouvoir. Comment peut-on arracher le pouvoir sans connaissance, sans compétence, sans savoir-être, sans savoir-faire? Ce n'est pas possible. Donc, la leader doit donner l'exemplarité, mais le leader surtout masculin, parce qu'aujourd'hui c'est eux qui sont nombreux, c'est eux qui détiennent la grande partie du pouvoir, doivent aussi avoir un bon cœur et voir à la femme sa fille à lui, qu'il voudrait voir vivre son plein potentiel. Voir en la femme, lui en masculin ou lui en féminin, qui veut participer à la construction de son pays. Nous avons chez nous quelque chose qu'on appelle Togo, le nom. Et personne ne veut vivre et mourir sans pouvoir incarner ce Togo-là. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Qu'est-ce que tu vas laisser derrière? Nous, on est des femmes, certes, mais on est des humains avant d'être femmes. Il y a des femmes qui sont ambitieuses, il y a des hommes masculins qui ne sont pas du tout ambitieux. Donc, on ne doit pas dire parce qu'elle est femme qu'on lui donne rien. On ne peut pas dire qu'elle est femme qu'elle ne va pas devenir la plus grande chirurgienne qu'il faut. On ne va pas dire parce qu'elle est femme qu'elle ne va pas devenir la plus grande astronaute ou la plus grande pilote de chasse ou général maréchal d'armée. Pourquoi pas? Si c'est une femme qui a ses compétences, qui a cette passion, qui a cette fibre en elle, patriotique, pourquoi pas? Tu vas voir 10 femmes qui sont plus patriotiques que des milliers d'hommes. Donc pourquoi alors on va tuer l'embryon féminin dans l'œuf, toutes ses ambitions, parce qu'elle n'est que femme. Avant d'être femme, elle est être humain d'abord. Donc le leader masculin doit beaucoup nous aider avec une masculinité qu'on dit positive. Mon regard, c'est un regard de tristesse. Parce que nous avons choisi un modèle démocratique, une république. Et la république, c'est les lois. On ne vote pas une loi pour ne pas l'appliquer. Et surtout une loi qui a émané du gouvernement. La loi 052, dite celle du quota, qui demande qu'un minimum d'au moins 30% soit accordé à l'un des sexes dans toutes les nominations
ou dans toutes les postes électifs ou nominatifs. Ce n'est pas une loi du genre, mais c'est une loi de quota qui demande que toutes les fois qu'on fait des nominations ou toutes les fois qu'on va aux élections, sur les listes, qu'au moins 30% soient des hommes ou 30% soient des femmes. Parce que dans le passé, on a vu des listes, par exemple, la dernière députation qu'on avait faite là avant, celle qui a foiré en 2020, on avait des listes 100% femmes. Mais on ne peut plus avoir ces listes-là, ni des listes 100% hommes, il faudrait qu'au moins 30% soient dessus. Effectivement, ce n'est pas appliqué. Mais quand ce n'est pas appliqué, qui doit dénoncer? Parce que cette loi-là, paix à son âme, le président Ibeka, elle a été votée sous proposition du ministre Umumba, Madame Sangar Umumba, dans l'exécutif pour l'amener devant l'Assemblée. Donc c'est une proposition de loi qui a émané de l'exécutif. Mais on a vu que quand l'Assemblée a adopté la loi, le premier gouvernement même qui a suivi ne l'a pas respecté. Donc, on se moque de qui? Quel exemple nous donnons à la société? Quel exemple nous donnons à nos enfants? Nous, on a crié, on a bavé le pavé et tout. Mais certains hommes nous disent, mais vous aussi, ça a été quand même appliqué, vous avez 29%, vous aussi, qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est l'esprit même de la loi, c'est la démocratie même qui n'est pas comprise. Ce n'est pas un problème d'inégalité femmes-hommes seulement, c'est un problème civique, d'éducation civique et citoyenne qui nous manque. Mais nous, on mélange tout ici. Parce qu'aucune république ne devait être fière d'avoir une loi qu'elle ne respecte pas. Donc, mieux vaut l'abroger. Et aller maintenant avec la sensibilisation, avec l'éducation, jusqu'à ce que nous comprenions. Mais si nous continuons à prendre les lois et les violer, vous voyez aujourd'hui, nos enfants n'ont peur de rien. Parce que c'est qui tu connais, tu vas pouvoir négocier. Parce qu'à la longueur de la journée, ils voient que nous-mêmes en tant que leaders, nous-mêmes en tant que premiers dirigeants, nous-mêmes en tant que plus haute autorité, nous piétinons les lois de la République. Donc, ce n'est pas un bon exemple à faire. Ce n'est vraiment pas quelque chose de réjouissant. La première, c'est l'éveil de conscience que nous devons tous et tous faire à notre niveau. Aujourd'hui, toi et tes collaborateurs, après avoir visionné cet élément, le partager et tout, je pense que ça va aider un peu d'abord à ce que vous compreniez que le genre est différent du sexe. Au Mali, nous parlons beaucoup plus des inégalités femmes-hommes. Et les différents types de l'inégalité femmes-hommes, ce n'est pas au finish qu'il va falloir corriger, mais c'est déjà depuis au départ. Mais au départ, si ce n'est pas fait, on peut mettre des petites lois dites de discrimination positive. Mais nous, moi, je dis affirmation positive parce que ce n'est pas une discrimination. C'est pour aller vers ce que l'on veut. C'est pour aller vers cette constitution qui garantit les inégalités, qui garantit l'égalité, la non-discrimination. Donc, c'est ce que nous voulons. Donc, il va falloir que tout le monde puisse aider avec l'éducation citoyenne et civique. Il va falloir qu'on ait beaucoup plus d'hommes engagés. Donc, on en appelle à la masculinité positive. On en appelle aux hommes féministes, aux masculins. Parce que ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est nécessairement féministe. On a beaucoup de femmes qui ne sont pas féministes. Et on a beaucoup d'hommes qui sont féministes. Donc, on a besoin aussi que les hommes s'engagent. Parce que surtout en Afrique, on ne peut jamais avancer, avoir ces sociétés ou ces sociétés égalitaires, ces sociétés qui promeuvent vraiment la promotion des femmes, qui accordent aux femmes et donnent aux femmes les mêmes opportunités que les hommes, une société égalitaire, respectueuse et qui vraiment incarne l'équité femmes-hommes. Nous ne pouvons pas l'avoir sans qu'aujourd'hui les hommes et les leaders masculins s'engagent. On a besoin que les femmes rentrent dans la politique. On a besoin que les féministes au masculin rentrent dans la politique pour pouvoir avoir des lois et éradiquer les discriminations au niveau institutionnel. Ça, c'est important. On dit souvent qu'il faut que les filles soient à l'école et tout. Oui, l'école aide, mais l'école n'est pas une fin en soi. Mais on doit avoir la connaissance et on doit avoir la compétence. Ça, c'est très important. Et le pouvoir économique aussi des femmes aide beaucoup. Mais le pouvoir économique seul n'aide pas. Parce que si la femme a le pouvoir économique, qu'elle n'a pas le pouvoir social, on a beaucoup de femmes aujourd'hui qui disent Dieu merci, elles se suffisent à elles-mêmes, mais sont rejetées par la société
sont rejetées parce qu'elles ne peuvent pas être soumises dans un mariage de la façon dont on conçoit aujourd'hui la soumission de la femme dans le mariage. Donc, chacun et chacune a un rôle à jouer. Donc, encore vivement l'information, vivement la sensibilisation, vivement les petits pas que tout un chacun à son niveau peut déjà faire.